Bonjour, nous sommes le mardi 19 décembre 2023. On a 2 jours de l'hiver. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid. Il n'y a rien de, je veux dire, de difficile à vivre par un temps pareil. Parce que bon, oui, c'est vrai qu'il fait un petit peu froid, mais euh, c'est pas très rude. Parce il fut un temps qu'on essaie des hivers rudes avec des gels et des froids intenses. Bon, ici, c'est pas le cas, parce que à mon avis, je ne sais pas c'est à combien de temps la température est, mais en tout cas, on peut se dire que il n'y a pas de contrainte majeure vis-à-vis d'un temps pareil. Maintenant, ça peut changer aussi, mais en tout cas, le ciel est couvert, le ciel nuageux, mais il fait pas sombre, il fait pas, on va dire, il fait une espèce de sombre mais blanc, avec blanc, avec voilà un ciel blanchâtre. C'est pas un ciel qui est, on va dire, plutôt sombre dans le sens nébuleux. Alors ici, on va regarder ici un petit exercice de mécanique. Oui, ça je vais enlever. On demande de calculer la constante de torsion d'un fil de diamètre 1,3 mm, donc c'est un fin fil, et d'une certaine longueur. Bon, vous allez me dire, l'énoncé, il n'est pas... on va dire, il n'est pas tout à fait clair, hein, je peux vous le dire. Parce qu'il est incomplet. Je vais le compléter parce que, je veux dire, cet exercice-là est incomplet au niveau de l'énoncé. Moi, je me fie à l'énoncé, et je peux vous dire que cet énoncé, il est incomplet. Alors, comment le compléter? On va aller voir sur Internet les paramètres nécessaires pour compléter cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un fin fil. C'est un fin fil. Bon, ils vous disent que le diamètre, il vaut 1,3 mm. La longueur, c'est 28,5 mm. Ça veut dire qu'il y a 2 cm. Hein. C'est même pas c'est presque 3 cm. Voilà, c'est 2,85 cm. Autant dire que c'est tout petit. C'est un petit fil. Déjà, le diamètre est petit, donc sa section est petite. Et la longueur est petite. Alors, le taux, je vous avais dit qu'il faut compléter. Il y a une certaine matière. Hein. Parce que la constante de torsion C est dépendante de la matière. Elle est dépendante de la matière. Alors, la constante de torsion est utilisée quand il y a une torsion. Comme son nom l'indique, quand il y a une torsion. Alors ici, je vais considérer que j'ai un fil cylindrique. Hein. Voilà. Donc si je fais un zoom du fil à grande échelle, je fais un grand zoom comme ceci, hein, et que je fais voilà, une petite partie du fil, le fil se voit comme ceci. Donc qu'est-ce que c'est que le fil? En fait, vous voyez bien que c'est un petit cylindre. Hein. C'est juste un cylindre. Alors là, ça c'est la partie cachée, vue arrière du fil. Donc on peut voir le fil comme un cylindre. Alors je vous rappelle que la torsion est un phénomène, je veux dire, un petit peu complexe. Si vous avez un point P, voilà, là un point Q, là vous avez une directrice, ligne directrice comme ceci. Bon, il y a l'axe du cylindre. Hein. Bon, un cylindre, il y a toujours un axe. Je vais mettre ici. Et là, voilà, ça c'est les centres des cercles qui sont les bases du cylindre. Alors c'est un cylindre droit, parce qu'il existe les cylindres obliques. Hein. Si vous faites ceci, bon, ça c'est un autre cylindre.
on peut avoir ceci. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, je me base sur un cylindre droit, pas sur un cylindre oblique. Alors, si vous faites une torsion, j'appelle le point ici P de la directrice. Oui, j'allais mettre l'axe qui a passé par le centre du cercle au-dessus. Alors, j'ai le point O et le point O' du cercle. Voilà. Alors, là, j'ai le point P et le point Q. Si maintenant, vous tournez... Alors, là, j'ai toujours difficile à le faire. Si vous faites une torsion, vous aurez compris que ici, la ligne directrice va se tordre. Alors là, vous allez avoir le point Q'. Alors si vous continuez à tordre, le point Q' va se retrouver, par exemple ici, Q seconde. Et donc là, vous avez un angle qui va, voilà, un écartement d'angle qui va avoir. Alors si je prends celui-ci, OQ, Q', OQ, Q seconde, Q seconde là-bas. Voilà, donc ici, je vais refaire la déviation. Enfin, la déviation, c'est donc l'angle de torsion. Là, pour passer de Q à Q', on a fait ça. Voilà. Et puis, pour passer de Q' à Q seconde, bon, non. Il faut que j'aille chercher l'angle. Posons que l'angle il soit comme ceci, on va dire comme ça. Voilà. Et là, j'ai bien un angle, voilà, dénommé. Ici, j'aurai alpha prime, puis j'ai alpha seconde. Donc, vous voyez, la torsion, c'est un phénomène complexe comme ceci. Par rapport à une ligne directrice qui va s'écarter. Enfin, du moins, au niveau du cercle du bas. Voilà, et ça, c'est en faisant un zoom, on peut apercevoir ça. Voilà. Alors, donc, on a ce qu'on appelle le couple. Enfin, quand on fait agir un couple de force, ça c'est F fois D. Alors, je rappelle qu'un couple de force, c'est ceci. Hein. F'. Et que D, c'est la distance entre les lignes d'action. Hein. C'est la distance entre deux droites. Voilà. La distance D, voilà, c'est ceci. Alors, je rappelle que la force F et F' sont des forces opposées. Elles sont égales en direction, en intensité, mais pas en sens. Et en plus de ça, elles sont écartées. Hein. Elles sont écartées l'une de l'autre. C'est des parallèles confondus. Les lignes d'action sont des parallèles... Enfin, je m'excuse. Les lignes d'action sont des parallèles distincts. Et donc, je peux écrire le moment par rapport à un axe delta. Alors, supposons que là, on a un solide indéformable, bien sûr. Et là, vous avez le point de percée de l'axe delta. Donc, je pourrais mettre le MO à la place de M delta. Le moment du couple est égal à F fois D, mais c'est aussi égal à F' D. Voilà. Mais alors, quand on a un fil de torsion, ce F fois D est aussi égal au fil. Donc à une constante qui dépend du fil, qui est la constante de torsion C, fois un angle alpha. Voilà. Donc c'est C fois alpha. Alors, donc je peux dire que le moment par rapport à un axe, delta, est égal à F fois D, ou F'D, hein. Bon j'ai choisi F, qui est égal aussi à une constante de torsion fois un angle alpha de déviation. Un angle de, voilà, il va avoir un angle de torsion. Alors généralement, bon, on peut appeler le C, certains appellent le C gamma. Gamma, voilà, gamma alpha. Voilà, donc ici, moi je vais considérer ici dans cet exercice que j'ai affaire à un fil cylindrique qui va subir une torsion. Et donc on demande de calculer la constante de torsion du fil, le diamètre de 1,3 et de longueur 28,5. Alors, vous aurez compris qu'il faut mettre dans le système d'unité du SI. Donc le diamètre c'est 1,3 mm
ben, ça fera 1,3 fois 10 moins 3 mètres. Voilà. La longueur, c'est 28,5 mm. C'est 28,5 fois 10 moins 3 mètres. Voilà. Là, vous avez... donc, vous aurez compris que cette constante-là de torsion, que j'appelle gamma ou que j'appelle C, ça dépend comment vous l'appelez, soit C ou gamma, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance l'appellation. En tout cas, dans certains ouvrages, vous allez voir bon, C, dans certains ouvrages, d'autres ouvrages, vous allez voir gamma. Bon, ça, d'un ouvrage à l'autre, ça change. Hein. Les appellations, généralement, elles sont appelées C ou gamma. C ou gamma. Donc je vais réécrire le moment. Le moment par rapport à un axe delta est égal à un couple fois alpha. Ou si vous voulez, si vous n'avez pas envie d'appeler ça C, mais gamma, vous l'appelez gamma. Il y a pas, bon, au niveau de l'appellation, on retrouve aussi bien le C que gamma. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette constante de torsion est dépendante du fil, c'est-à-dire de la matière du fil, et de la forme du fil. Donc, des caractéristiques intrinsèques du fil, c'est-à-dire les caractéristiques intrinsèques, c'est la matière, c'est voilà sa forme, et aussi bon sa longueur et son diamètre. Alors, c'est-à-dire que ici, je vais faire une recherche sur C, ou sur gamma. Moi, je vais l'appeler ici C. En supposant que j'ai un cylindre. La forme est de type cylindrique. Donc, qui est soumis à un couple de torsion, qui finit par équilibrer le couple voilà, appliqué. Hein, on a un couple moteur et un couple résistant qui va se produire quand on tord un fil. Voilà, bon, quand je dis tordre, c'est une mauvaise expression, c'est plutôt une flexion. Hein. C'est une flexion qu'on va voir. Voilà, on va voir une flexion. Voilà, donc on va faire une flexion sur le fil, et puis il y aura un couple résistant qui va tendre à faire revenir le fil à sa position initiale pour retrouver un équilibre. Alors, est-ce qu'on a toujours équilibre? Bien sûr que non. Si vous prenez par exemple voilà, un appareil de mesure électrique qui est le compteur électrique. Le compteur électrique, il revient pas en arrière. Hein. Il tourne toujours. Donc là, il n'y a pas de couple de résistant. Hein. Là, on n'a pas quelque chose voilà, c'est pas une aiguille qui part et qui revient. Là, quand l'aiguille part, elle revient. On a un coupe moteur pour, voilà, par l'intermédiaire d'une grandeur électrique. Enfin, par exemple, hein, une grandeur, si je considère une grandeur électrique, j'ai une grandeur électrique. Voilà, on a une grandeur électrique que je vais appeler G, peu importe ce que ça vaut, c'est une grandeur. Ben, là, on va avoir une déviation d'un angle alpha. Bon, en électricité, alpha est plutôt appelé θ. Voilà, en électricité, la déviation s'appelle plutôt θ que alpha. Et donc, quand on a une grandeur électrique, ben, quand on a une déviation, vous avez une équation qui va ressortir de ça, qui est du second ordre, mais on aura un couple moteur et qui va induire un couple résistant. Et donc, si vous avez un appareil aiguille, bah, il va revenir à sa position initiale. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui tend. Il y a des ressorts, voilà, il y a déjà des ressorts qui le font revenir en arrière. Mais aussi, voilà, un couple résistant qui va intervenir. Bon, mais c'est pas le cas pour un compteur électrique. Un compteur électrique, ça tourne toujours. Il ne revient jamais en arrière. Ça serait bien qu'il revienne en arrière, justement. Voilà, ça serait bien. Ben bon, c'est interdit. Un compteur, il doit bien tourner dans le bon sens et il ne peut pas être bloqué. Il peut pas être bloqué. Voilà. Il doit bien tourner correctement. Voilà. Et là, il n'y a pas de couple résistant.
Voilà, donc ici je prends le cas d'un cylindre. Et donc je vais regarder que vaut la constante de torsion par rapport à un cylindre et avec une certaine matière, un matériau défini. Donc on a un corps considéré avec un matériau, et bien sûr cette constante dépend du corps, c'est-à-dire de la matière de ce cylindre, puisque j'ai considéré que j'avais un cylindre. Bon, on va regarder sur Internet. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils disent ici? Vous voyez qu'ici, j'ai une première formule. Mu d4 sur mu pi d4, d exposant 4 sur 32. Mu. Voilà. Alors, mu, c'est le module de rigidité du matériau. Voilà, donc, il faut que je mette un matériau bien précis. Alors, avant toute chose, ici, je vous rappelle, là, le module de rigidité, il est marqué en remarque diverses, là en dessous. Mu s'exprime en newton par mètre carré fois des radians. C'est-à-dire, je vais le voir tout de suite, ça, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la formule? Qu'est-ce qu'il dit dans la formule? Tout d'abord, la formule, c'est le couple de torsion voudra mu pi d4 sur 32, voilà, où mu est le module de rigidité qui est, voilà, c'est, voilà, le module de rigidité qui est, comment on appelle ça, qui a la dimension d'une pression. C'est la dimension, c'est en pascal, mais généralement c'est en gigapascal. Bon, on va voir ça tout de suite. C est égal à quoi? Une constante qui dépend, voilà, de la forme du matériau fois mu d exposant 4 sur L. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le D et le L, je l'ai. Voilà. Donc, le L, c'est 28,5 fois 10-3. 28,5 fois 10-3. Voilà. Bien sûr, exposant 4. La longueur... Non, je m'excuse, ça, c'est la longueur. C'est pas le diamètre. Donc, ça, c'est la longueur. Je vais rechercher le diamètre, qui est 1,3 fois 10-3. Voilà. Et donc maintenant, il faut rechercher le mu. C'est caractéristique, c'est le module de rigidité, voilà, d'un matériau quelconque. Hein. Bon, je vais prendre peut-être de l'acier. Alors, je rappelle que l'acier, il faut connaître, hein, c'est 210 gigapascal. Voilà, ça c'est pour l'acier. Si je devais prendre l'acier. Mais en tout cas, c'est dans une zone. Parce que ça dépend des traitements thermiques du matériau. Alors, ici, bien sûr, il y a le K qui est l'inertie. Le K, c'est l'inertie du matériau. Et ici, c'est l'inertie d'un cylindre. Donc, on a la constante de rigidité. Enfin, le module de rigidité, je m'excuse, le module de rigidité, l'inertie du cylindre. Et bien sûr, on doit multiplier par d exposant 4 sur L. Eh bien, on va rechercher ceci. Alors, avant toute chose, je vais donner le... Alors, l'inertie du cylindre... Bon, on va regarder déjà le mu. Alors, le mu, c'est égal mu d exposant 4 sur L. Sur fois K. Alors, je rappelle que le couple, c'est une force fois une distance, c'est en newton mètre. Voilà. Donc, si je fais C fois L, donc C, c'est en newton mètre. Alors, ici, le cylindre, son inertie vaut
pi sur 32. Voilà. L'inertie du cylindre, on va dire que c'est pi sur 32. Donc on va écrire pi sur 32 fois mu fois d exposant 4 sur L. Alors c'est la formule de Coulomb, hein, ça a montré que si la loi de Coulomb est vérifiée, c'est la formule de Coulomb. Je vais le voir après, mais bon, je vais regarder les unités, modèle de rigidité, mu s'exprime. Voilà, je vais chercher le mu. C'est le mu que je vais chercher. Donc, on sait bien que le mu, ici, bon, ça c'est une constante. On va dire que c'est mu, c'est C fois L. C fois L sur D4. Voilà que vaut le mu. C fois L sur D4. Donc, voilà, C fois L sur D4. D exposant 4. Alors, les unités, c'est en newton-mètre, je vous l'ai dit. Le L, c'est en mètres. Le D4, c'est en mètre exposant 4. Donc, vous avez... oui, attention que c'est pas le C, hein, je m'excuse. Ça, c'est le moment. Ça, je m'excuse, c'est le moment. Par rapport à un axe delta, c'est F fois D, c'est pas C. Parce que C, c'est la constante de torsion du fil. Donc, F fois D, donc, et ça, F fois D, c'est aussi égal, bon, ça c'est en newton-mètre. Voilà. Et le moment, c'est aussi C fois alpha. Ça, c'est en newton-mètre aussi, mais alors le C, bon, je vais refaire une nouvelle page parce que j'ai plus de place pour écrire. Le C alpha est égal à F fois D. F fois D, ben, ça c'est le moment par rapport à un axe delta. Donc, le C s'exprime en newton-mètre par radian. Voilà. Le C, c'est en newton-mètre par radian. Maintenant, si j'incorpore ça dans l'équation que j'avais auparavant, voilà, newton-mètre, voilà, ici c'est newton-mètre par radian. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura des newtons mètre carré par des mètres 4, ça veut dire on aura des newtons par mètre carré fois des radians. Voilà, et ça, ouais, radian, je vais écrire RAD, hein, parce que bon, une fois j'écris RD, une fois RAD. Voilà, ici je vais l'écrire RAD. Bon, on peut l'écrire RD, mais bon, si vous écrivez RD, il faut toujours suivre RD. Donc, vous voyez qu'ici, je dirais même que c'est plus, c'est beaucoup plus qu'une unité on va dire de pression, parce que l'unité de pression, c'est en newton, enfin, c'est en pascal, c'est en pascal, c'est en pascal. Mais ici, il y a encore 1 sur des radians à tenir en compte. Le mu, voilà, il faut tenir compte des radians aussi. Voilà, et maintenant, je vais aller rechercher, on va aller rechercher ce mu. On a tout, voilà, ici, donc on a... Alors ici, ils vous disent que le module de rigidité s'exprime en newton par mètre carré par radian. Et alors on pose U égale 10 exposant 10. S'il pose U, attention que c'est pas mu, c'est du U, hein. C'est du 10 exposant 10, newton mètre carré par radian. Voilà, ça c'est le U. Et ils vous disent que, voilà, les valeurs indiquées, je vais les mettre. Un petit instant. 3 moins.
ici, ils vous disent que, voilà, indiqué, sont des ordres sont des ordres de grandeur, car les valeurs précises dépendent du traitement thermique. Alors, il faut que je diminue encore un petit peu. Voilà. Et là, vous avez, c'est écrit en tout petit, hein. Bon, ça dépend. Vous avez une zone, parce que ça dépend des traitements thermiques, comme ils vous disent ici. Alors, c'est Z78 à 8.1 U pour les aciers. Alors, pour les aciers, c'est, je ne sais plus combien il avait dit, c'est 8 à 8.1. 7,8 à 8,1 U. Alors U, je vous rappelle que c'est 10 exposant 10 Nm par radian. Ça veut dire que vous avez, faut multiplier par 10 exposant 10. Alors, et ça, vous faites la même chose si, par exemple, vous avez du nickel. C'est 6,5 U. Alors, si c'est de l'argent, voilà, ça devient de plus en plus petit. L'argent, je ne le vois pas. Voilà, enfin, je vais aller à droite. Voilà, l'argent, c'est 2,6 U. À mon avis, ils ont oublié le U. Le cuivre, c'est 4,3 U. Le laiton, c'est 3,5 U. Le tungstène, c'est 15 U. Voilà. Alors maintenant, vous avez vu qu'on a le mu, mais le mu, je peux le trouver encore ailleurs. Hein. On va le trouver ailleurs. Bon, alors avant toute chose, l'inertie d'un cylindre, là, je vais mettre ce site-là en lien. Voilà, vous avez le moment quadratique polaire, c'est le moment d'inertie. Moment d'inertie, qui est un moment d'ordre 2. C'est un moment d'ordre 2. Alors le moment d'ordre 1, le moment d'ordre 1, c'est, on va dire, centre de gravité. Moment d'ordre 2 ici, c'est qu'on appelle moment quadratique, c'est un, voilà, l'inertie, c'est l'inertie. Et l'inertie dépend, voilà, de la figure. Et là, vous avez pi d 4 sur 32. Vous voyez, l'inertie, là, moment quadratique particulier, pi d 4, eh ben, c'est ce qu'on a ici. Donc, si je reprends la formule, le couple, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut pi d4 sur 32. Et là, vous voyez que c'est l'inertie. Alors, pi sur 32, c'est une constante. Hein, je l'ai mis tout à l'heure. Hein. Pi d4 sur 32. Voilà, fois le mu sur L. Voilà. Et donc, l'inertie, là, bon, tout à l'heure, je sais pas, j'ai raconté une petite bêtise. Ouais, le cas, c'était pas l'inertie. Hein, parce que pour avoir l'inertie, il faut KD4. KD4. Voilà, c'est-à-dire l'inertie, c'est ça. Pour un cylindre. Voilà, c'est un moment quadratique, c'est-à-dire un moment d'inertie pour un cylindre. Parce que j'ai pris le fil, était considéré comme un fil cylindrique. Voilà. Et donc, là, vous pouvez apercevoir que j'ai bien le moment d'inertie qui vaut pour un cylindre. Bon, alors vous pouvez consulter le restant si ça vous chante ou ça vous intéresse. Voilà, c'est à voir avec la résistance des matériaux. Mais le restant ne m'intéresse pas pour la suite. Mais vous pouvez consulter sans aucun problème le lire. Voilà, ça parle de torsion. Alors, la torsion, ici, vous réexplique encore sur Wiki. Vous pouvez aller sur Wikipédia. Je mettrai le site aussi, comme ça vous pouvez cliquer dessus et aller directement dessus. Bien, là, encore une fois, si je prends... si j'ai fait un peu trop... Faut que j'ai... On va mettre ça comme ça. Voilà, donc je remonte. Il parle de la torsion. Et les arcs de transmission, ici vous avez un arc de transmission. L'arc de transmission, c'est un cylindre. Donc s'il parle de moment d'inertie, ben c'est de l'arc de transmission, c'est celui d'un cylindre. Bon, c'est le même que celui du fil. C'est-à-dire pi d exposant 4 sur 32. Voilà, ici, vous voyez qu'ils font référence beaucoup à un cylindre. Hein.
Donc s'il parle d'inertie ici, vu que c'est des cylindres, ben, on aura pi d exposant 4 sur 32. Alors voyons voir si un pi d 4 sur 32. Alors là, vous voyez, là c'est l'angle unitaire de torsion. Ça c'est les contraintes. Vous avez les contraintes en rouge là. Et vous voyez qu'il y a IG, le moment sur IG. Pour avoir la contrainte là, il y a un moment sur IG, fois R bien sûr. Mais le IG ici c'est voilà, l'inertie. Calculé par rapport au centre de gravité. Et voilà, il est là. Pi d exposant 4 sur 32. Pour un arbre plein. Mais un arbre plein c'est un cylindre. Hein. Voilà, c'est un cylindre. Voilà, c'est un cylindre. Alors, remarquez que les unités internationales de IG, c'est en mètres exposant 4. Vous reconnaissez le couple en newton mètre. Voilà. Et si vous faites, si V est en mètres, si vous faites IG sur V, ben, des mètres 4 sur des mètres, ça fait des mètres cubes. Alors ici, vous avez différentes formes. Voilà, des formes. Et vos calculent certaines contraintes, les contraintes maximales en mégapascal et des angles unitaires de torsion θ en radian par mètre. Voilà, c'est calculé ça, hein, voilà, c'est calculé. On peut refaire les démonstrations de ça pour voilà, un triangle, un carré, un rectangle, voilà, ça dépend de la forme. Voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant, ici je vais revenir ici. Tout ça, cette formule-là, elle vient de où? Ben, ça vient de, voilà, de l'expérience ici, qui est la balance de torsion qui a été étudiée par Coulomb. Alors, vous reconnaissez ici la formule de C fois θ, ou C fois alpha, si vous voulez, qui est le moment. Le moment, c'est quoi? Le moment, c'est le couple de torsion fois l'angle θ. Et ici, il n'a pas appelé alpha, il l'a appelé θ. C'est C fois alpha. Et vous reconnaissez le C, c'est mu d exposant 4 sur L. Voilà. Et ça a été trouvé par Monsieur Coulomb. Donc, de quoi dépend encore cette force de torsion? Coulomb mène une longue série d'expériences dont il déduit que cette force de torsion est indépendante de la tension du fil, c'est-à-dire du poids du cylindre. Elle est inversement proportionnelle à la longueur du fil. Voilà, donc vous voyez que cette constante, bien sûr, elle est constante pour une longueur. Hein, parce que si vous changez la longueur, la constante change. Et si vous changez, comment on appelle ça, le diamètre, vous n'aurez pas la même torsion pour un fil de gros diamètre ou un fil de petit diamètre. C'est normal parce que les diamètres ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est ce qu'il dit ici, Coulomb. Ben, si le fil est grand ou le fil est petit, c'est pas la même chose. Au niveau de la constante de torsion, si le fil il est grand ou il est petit, ou si le fil est gros ou il est petit. Grand ou petit, ou gros petit. C'est-à-dire petite section, grosse section, ou grande longueur ou petite longueur. C'est pas la même chose. Et c'est ça qu'il dit ici. Bon, enfin. Et ça, bien sûr, c'est utilisé dans les appareils de mesure. Parce que dans les appareils de mesure, on a beaucoup l'intervention de couple. On peut faire, voilà, avoir une image, par exemple, d'une grandeur électrique par rapport à un couple. Voilà, par rapport à un angle, par rapport à une déviation d'angle. Donc on va voir une grandeur électrique qui va former un couple. Ce couple va former une déviation. Et grâce à cette déviation, on a une lecture par déviation. Une lecture grâce à une échelle graduée. On a un équipage, par exemple, un équipage mobile. Un équipage mobile, oui. On a un équipage fixe et un équipage mobile. L'équipage mobile, c'est là où il y aura, par exemple, l'aiguille qui va dévier. Voilà, donc là, c'est fort utilisé. Enfin, bref, dans les, comment on appelle ça, le pendule de torsion, il y a une multitude voilà, d'applications. Hein. C'est pour ça que si vous allez voir sur Internet, vous allez voir une multitude voilà, de pendules de torsion. Alors ici, ils vous disent aussi que c'est lui qui a inventé la balance de torsion. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en a fait de la première application? Il l'a fait à la mesure du frottement exercé par un liquide sur un solide. Il a étudié le frottement. Voilà. Exercé par un liquide sur un solide. Bien sûr, un solide en mouvement. Alors, il a fait plein d'études. Hein. Alors, maintenant, les balances de torsion, on les retrouve pour voilà, d'innombrables appareils.
voilà, pour la gravitation, pour... voilà, il y a beaucoup d'appareils qui utilisent l'effet de torsion. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, là, j'ai un autre site qui donne, voilà, je l'ai trouvé ici, contrainte et déformation. Là, il vous donne des caractéristiques des matériaux. Et là, vous voyez qu'il y a le module d'élasticité, le coefficient de Poisson et le module de rigidité. Là, le module de rigidité, c'est gamma, c'est le mu. C'est le mu qui est donné. Alors, il y a le coefficient de dilatation linéique et la masse volumique. Tout ça, c'est dépendant, bien sûr, des matériaux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis dans une colonne les matériaux. Par exemple, acier au carbone, ben, ça va de... voilà, par exemple, si je prends le module de rigidité, il va de 76 à 82. C'est ce qu'on a vu tantôt. Simplement, ici, là, en gigapascal, c'est 10 exposant 9. Alors, 76,82... c'est ça. Ici, on est en gigapascal. C'est une unité de pression. Hein, voilà, c'est pascal, mais c'est en giga. Gigapascal, je vous rappelle que c'est 10,79. Mais ici, on va de 78 à 82, je ne sais plus combien. Voilà, gigapascal. Donc vous remarquez qu'ici, c'est la même chose que ça. Hein. Simplement, ici, le U, il est en 10,10. Si je prends, voilà, ici, on va mettre 81. Supposons que comme ça, je vais uniformiser par rapport à l'autre. Voilà, si je fais 81 fois 10 exposant 9, c'est égal à 8,1 fois 10 exposant 10. Et ce 10, il l'a appelé U ici. Et donc, si je prends de l'acier, si c'est un fil d'acier, ben, je devrais prendre, bien sûr, ça dépend. Ils vous ont dit tout à l'heure que ça dépendait du traitement thermique. C'est pour ça que ça va de 76 à 82. Voilà, un acier n'est pas l'autre. Hein. Voilà, les aciers au carbone, il faut... Voilà, un module de rigidité, ça se mesure. Il y a des tests de résistance pour voir, voilà, mesurer le module de rigidité en fonction du traitement thermique subi par l'acier. Alors on peut avoir, je peux prendre un fil en acier inoxydable, je peux prendre un fil d'aluminium. Voilà, là il faut que ça va aller de 25,5 à 26,5 fois 10 exposant 9. Je peux prendre un fil en caoutchouc, un fil de cuivre, un fil de fer, un fil voilà, en laiton, un fil... voilà, je peux utiliser toutes sortes de fils possibles. Bon, bien sûr que ne faut pas prendre un matériel cassant, parce que si vous faites une certaine torsion, vous allez un peu trop loin. Bon, vous avez bien sûr, chaque matériau a sa résistance à la rupture. Il y en a, vous allez déformer un tout petit peu, il va se casser direct. Hein. Voilà. Et donc, ce mu-là, ben, par exemple, si je prends de l'acier, je vais prendre 76. Bon, j'ai dit que je vais prendre un acier, on va prendre 79, 19. 79, 19. Donc je reviens à la formule ici. Maintenant, je peux mettre toute la formule complète. Alors vous devez calculer la constante pi sur 32 D4. Alors D4, pour avoir l'inertie, là en faisant ça j'ai l'inertie. Bon, je vais chercher la longueur. Enfin, le diamètre, je m'excuse. 1,3 fois 10 moins 3. 1,3 fois 10 moins 3. Exposant 4. Voilà. Tout ceci, c'est l'inertie par rapport au centre de gravité d'un cylindre. C'est le moment quadratique ou le moment d'inertie. C'est un moment d'ordre 2. Cylindre. Voilà. Ensuite vient le matériau. Le matériau, c'est... j'ai dit que j'allais prendre, je ne sais plus ce que j'avais dit, un acier. J'ai dit que je vais prendre 77 x 19. On va prendre 77 x 19, un certain type d'acier. 77 x 10 exposant 9. Donc c'est... Ici, c'est 77 gigapascal. Hein. C'est-à-dire 77 milliards de pascal. Et ça, c'est le mu pour un acier au carbone. Donc vous calculez ceci, et bien sûr, vous calculez
l'inverse de la longueur, 28,5, c'est 28,5 fois 10-3. Et voilà, vous calculez ça, hein, bon, vous allez le faire comme moi à la machine, et vous allez, pi c'est 3,14, hein, je vous rappelle. Faut mettre pi, c'est 3,14. Vous calculez ça et vous avez la constante de torsion d'un fil cylindrique en acier au carbone. Un certain type d'acier, fil d'acier au carbone, parce que J77, c'est certains fils. Je vous dis que pour les aciers, c'est une gamme en fonction du traitement thermique. Donc j'en ai pris un, c'est 77 fois 10 exposant 9, par exemple. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Bon, dans l'énoncé, calculer la constante de torsion d'un fil, ben, il ne disait pas que le fil était cylindrique. Bon, il fallait supposer que le fil était cylindrique, ça c'est une chose. Et en plus de ça, on n'a pas le matériau. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que je vais mettre le matériau adéquat. Hein, parce que bon, pour un fil, la constante de torsion, C est dépendante, ou gamma, C ou gamma, je vous l'ai dit que c'était soit C ou gamma, est dépendante des caractéristiques comme l'inertie, je vous l'avais dit, hein, l'inertie du fil. Or c'est un fil de forme cylindrique, donc il faut tenir compte de cette inertie qui vaut pi sur 32 d exposant 4, voilà, pour un cylindre. Voilà. Alors qu'il se mesure en mètre 4, hein, mètre exposant 4, puisque pi sur 32 c'est une constante. Voilà. C'est dépendant du type de matériau. Alors, le matériau, c'est une unité de pression. Hein. Voilà, le matériau, ce sera le modèle de rigidité qui est mu, modèle de rigidité qui est dépendante, enfin, qui a une dimension d'une pression. Donc, vous voyez qu'il manquait des données. Ce qu'on avait ici, c'est uniquement le diamètre et la longueur. Bon, je crois que cet énoncé, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que, bon on peut s'imaginer qu'on a d'office un fil cylindrique. Hein. Quand on pense à un fil, on pense cylindre. Voilà. Mais maintenant, le matériau, il n'est pas donné. Donc, le minimum, c'était de donner le matériau parce que sinon, on n'a pas de valeur. Hein. Un problème comme ça, on n'a pas de valeur. Si c'est un fil de quoi? Il faut donner le type de fil. Si de l'acier, du carbone, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est comme fil. Donc, il faut donner tout. Et cet énoncé, il était, je veux dire, comment on appelle ça, incomplet. C'est pour ça que j'avais dit qu'au départ, que j'allais le compléter. Je vous remercie.